la représentation du Cameroun n'est pas le gardien de l'application des lois internes de ce pays-là. Pourquoi c'est le Cameroun qui exige ça? Les autorités se fait enrôler. Ce sont des stratagèmes voulus et pensés. À la limite, le Cameroun demanderait la carte consulaire. Non, j'ai dit que Serge, à la limite, c'est la seule chose que si on voulait être politiquement correct, quand vous avez un territoire, vous allez à votre ambassade, vous enregistrez. Avec la carte consulaire, l'ambassade du Cameroun à l'étranger permettrait aux Camerounais de s'enregistrer sur la liste électorale très très facilement. Bon, moi je veux donc. Non, je m'excuse. Non, il n'y a pas de souci, je vous le concède. Le fait est que il y a beaucoup de Camerounais qui sont entrés, notamment dans les pays européens, par des voies frauduleuses. Et on ne peut pas, l'État du Cameroun qui doit se plaindre à la place l'État du Cameroun ne peut pas, qui accueille. L'État du Cameroun ne peut pas favoriser ou bien encourager l'immigration clandestine. Vous connaissez combien de clandestins il y a au Cameroun? S'il vous plaît, je peux continuer. Vous connaissez combien de clandestins étrangers il y a au Cameroun? C'est vous qui jouez la police du plateau maintenant. Mais soyez quand même... c'est vous qui jouez la police du plateau. Quand vous descendez ici, Saint-Jalin, à Yassa, vous pouvez connaître que nos frontières sont poreuses. Elles sont poreuses. La représentation ou les représentants du Cameroun à l'étranger ne sont pas garants de l'application de la sécurité intérieure du pays d'accueil. Sur ce jalon tout, il faut commencer par souligner avec emphase que l'histoire nous dira, nous renseignera et nous enseignera beaucoup sur ces phénomènes migratoires. Parce que quand nous prenons l'action du président Amadou Ahidjo, ses préoccupations tournaient autour de deux choses. D'abord, renforcer l'unité nationale et surtout promouvoir le développement économique de l'État. Mais à côté de cela, il y a que le président Ahidjo avait pour envie, compte tenu des missions qu'il s'était assignées par lui-même, de promouvoir le développement économique, mais aussi de lutter contre tout ce qui se considérait comme des opposants. Et c'est à partir de là que les phénomènes migratoires se sont accrus au Cameroun. Nous avons eu beaucoup de personnes qui sont allées, beaucoup de Camerounais qui sont allés sur toute l'étendue du monde. Et il a fallu l'arrivée du président Paul Biya pour indiquer à travers... Beaucoup de spécistes ont quitté le pays. Bien sûr, il faut préciser. Les spécistes, on n'avait pas. Alors, le président Paul Biya arrive, il rassure donc en disant que personne n'a plus droit de prendre la voix du maquis. Justement, le discours de 85. Voilà, pour exprimer ses opinions. Mais il faut relever qu'un État ne peut pas vivre en vase clos, ce qui fait de sorte que ses enfants ou ses citoyens peuvent avoir, pour des perspectives ou d'opportunités de meilleure vie, peuvent décider d'aller hors du territoire camerounais. Mais maintenant, lorsque j'ai lu le rapport établi par l'Organisation internationale pour la migration, voilà, il est relevé que l'apport de la diaspora est accru, est crucial dans les domaines précis, tels que l'économie, le domaine économique, le domaine social, le domaine culturel aujourd'hui, parce qu'on voit que depuis un bout, notre diaspora fait venir les artistes camerounais pour justement animer et faire valoir notre culture. Mais quand nous regardons tout cela, on se rend bien compte que l'analyse faite par l'Organisation internationale pour la migration n'a pas souligné le fait politique de la diaspora. C'est-à-dire ça donne l'impression donc que l'apport ou l'influence de la diaspora semble être marginale ou minorée au regard de ces statistiques-là. Parce que, quand nous regardons le rôle de la diaspora, on peut le résumer autour de 3 points. Le premier point, c'est la fonction, si vous voulez, la fonction de représentation. La diaspora, c'est l'expression, justement, c'est des ambassadeurs, les 10 ambassadeurs du Cameroun à l'étranger. Maintenant, il y a une fonction que je pourrais appeler une fonction de participation, c'est-à-dire la fonction qui consiste pour la diaspora d'avoir un appui économique à travers le transfert des fonds, le développement infrastructurel, ainsi de suite. Maintenant, il y a une fonction qui est la fonction que je peux appeler la fonction d'impulsion et de pression. C'est-à-dire qu'à partir de là, on peut donc ranger le rôle politique de la diaspora, c'est-à-dire dans sa fonction... C'est là où les gouvernants ont un problème avec la diaspora. Avec la diaspora, c'est-à-dire que sa fonction d'impulsion et de pression. Parce qu'on se rend bien compte que la diaspora peut donc, à travers les moyens d'influence, faire pression sur le pouvoir en place. Maintenant, il faut pouvoir indiquer que
Pourquoi Eleka nous décline ces chiffres? C'est justement pour nous montrer que l'apport de la diaspora, parce qu'on parle de tous les héros, c'est-à-dire qu'on peut ramener cela à 5%. Vous convenez donc avec moi que le vote de la diaspora donc, est problématique au regard d'abord de la nature du chiffre de manière globale sur le résultat de l'élection présidentielle, mais on se rend également compte qu'il se pose un problème. Vous avez cité tout à l'heure un certain nombre de conditions pour lesquelles il y a par exemple, il faut avoir un titre de séjour, un élément qu'on a ajouté en plus des 3 éléments qui étaient prévus au départ. Alors, ce qu'on va relever, pourquoi ce faible taux? On change les règles du jeu pendant le match? Pourquoi ce faible taux? Parce que on a changé les règles du jeu pendant... Non, moi je pense que c'est pour davantage corser la participation de cette diaspora. C'est pourquoi on dit donc qu'on a changé les règles du jeu pendant que... Bon, vous savez, c'est pas important de le faire pendant que, bon, la loi étant dynamique, on ne va pas arrêter le fait que cela ne soit pas mis en exergue. Je voudrais expliquer que, pour finir, que en réalité, on se rend bien compte que le tout ne se joue pas dans la popularité que l'on voit. Il faut transformer cette popularité en popularité, si vous voulez, en mobilisation politique. Parce qu'il ne faut pas se limiter dans une mobilisation populaire et sans compter sur une mobilisation politique. C'est-à-dire que quand je parle de mobilisation politique, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les partis, ou du moins le cas du MSC, c'est-à-dire que son leader doit désormais avoir pour les élections à venir les élus, les députés, les sénateurs, ainsi de suite. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? Il y a beaucoup d'entre eux qui ont signé les nationalités des pays d'accueil. Je prends le cas du célèbre Richard Bonan, le bassiste qui était assez mythique. Vous voyez qu'il ne votera pas parce qu'il est de nationalité américaine. Il n'est plus camerounais. Vous avez beaucoup qui n'ont pas de titre de séjour, qui n'iront pas au vote. Et il y a beaucoup qui ne rempliront pas, qui ne vont pas s'inscrire. Et il y a beaucoup qui ne rempliront pas les différentes conditions que vous venez de mentionner tout à l'heure. Donc cela veut dire quoi? On peut donc avoir, comme je l'ai indiqué hier sur votre plateau, je crois, à l'interview du journal qui est passé, il faut donc qu'on transforme la mobilisation populaire en mobilisation politique. Et là, ça ferait de sorte que le leader, il faut l'avouer, on peut ne pas aimer le guépard, mais reconnaître qu'il court très vite. Il faut féliciter le professeur Moïse Kanto pour cette campagne, mais reconnaître quand même que Serge Alotou, il a tenu des propos qui l'ont amené au ras le sol, parce que quand on insulte le corps de l'enseignement et qui est un corps d'élite, ce n'est pas bien pour quelqu'un qui aura la prédestinée ou la destinée de gérer le Cameroun futur. Ok. Oui, d'abord Maurice Nunga, est-ce que la diaspora a un problème avec le gouvernement? C'est quoi le problème? La diaspora... Comme il a dit le professeur Soba, on admet le rôle de la diaspora sur le plan économique, on est d'accord, mais lorsqu'il s'agit des questions politiques, on fait des cartes vertes. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi? J'allais d'abord, mais avant d'arriver même à répondre à votre question, il faut commencer par faire un diagnostic global de la diaspora. D'abord, même là, séquencer. Oui. Rentrer même dans l'histoire de la diaspora. Comment les gens ont commencé à se déplacer au Cameroun. Parce qu'il faut qu'on se dise que la Deuxième Guerre mondiale a été un facteur important. Parce que la participation à la Deuxième Guerre mondiale a ouvert les portes du vieux continent à beaucoup d'Africains qui n'y étaient pas encore allés. Et cela a permis... reconstruire. Oui, cela a commencé à permis des migrations après que les États-Unis aient aidé l'Europe avec le plan Marshall. Ça a été un point de départ. Mais entre les années 50 et 60, le retard de l'implémentation de l'université au Cameroun, parce que l'université fédérale est mise en place en 1962, a fait que systématiquement, tous ceux qui passaient le bac au début des années 50 et à la fin des années 50 devaient immédiatement immigrer vers l'Europe. À l'école d'outre-mer. Donc ça a été un des facteurs qui a favorisé l'immigration et la mise sur pied de la diaspora camerounaise à l'étranger, pour ne parler que de celle-là. Oui. Et étudiantine. Elle était sélective. Ouais, c'était une périodalité sélective. Et évidemment, beaucoup de Camerounais se déplaçaient pour aller découvrir d'autres pays. On peut s'imaginer qu'ils se sentaient trop à l'aise ici. Parce qu'en fait, il faut quand même qu'on se dise une chose. Immigrer sans but précis, c'est dire qu'on a raté chez soi. Parce que si on reçut chez soi, on n'a pas la probabilité pour qu'on aille ailleurs un voisin de zéro. Elle est voisine de zéro. Donc, déjà, ça, il faut le dire. Maintenant, entre les années 60 et 70, cette même immigration a continué. Celle qui était sélective, des universitaires, des hommes d'affaires, elle était limitée à là. Entre les années 70 et 80,
l'immigration a continué dans ce sens. Sauf qu'à la fin des années 80, la crise économique est venue. En 87. Et quand elle est venue, elle a eu comme impact que le Cameroun s'est tourné beaucoup plus vers l'aide au développement. Et l'aide au développement en particulier, comme elle est facilement détournable, et parce que l'aide au développement n'a pas impacté le développement des pays d'Afrique dans leur globalité. C'est une aide fatale qui n'a pas marché. Évidemment, la classe d'étudiants, d'universitaires et même des jeunes Camerounais qui n'ont pas trouvé de place dans cette nouvelle donne économique, beaucoup de cette classe a décidé de partir, d'aller voir ailleurs. Parce qu'en fait, ailleurs, il y a quand même, il y a un reflet qui n'est pas, il y a des fascinations pour lesquelles les gens vont vers. Et ils sont allés vers cela. Donc, ça a continué des années 80 à 90 et des années, et au niveau des années 2000, ça a été le boom total. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun compte 6 millions de nos compatriotes sont hors de notre pays. Et si on va voir ces 6 millions ont été, beaucoup de cette mobilité a été entre les années 90 et les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Les jeunes sont sortis en nombre exponentiellement tous les jours. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le rôle de la diaspora, je ne vais pas dire ce que le professeur a dit, que j'apprécie au demeurant avec des arguments, mais je vais juste ajouter que sur le plan, la diaspora a d'autres rôles. La diaspora, par exemple, contribue à des actions humanitaires. Quand votre diaspora est à l'étranger, quand il y a des catastrophes naturelles, la diaspora et des conflits, la diaspora apporte sa contribution. La diaspora a une crédibilité, joue un rôle de crédibilité au pays, auprès du pays d'accueil. Parce que quand vous êtes dans un pays d'accueil et que vous avez une crédibilité affichée, elle se transfère sur votre pays directement. C'est-à-dire que le reflet que vous donnez à ce pays fait refléter à votre pays la crédibilité que vous dégagez. Certains brillants Camerounais l'ont fait. Moi, je connais des brillants Camerounais qui ont été dans des institutions financières comme la Banque mondiale, comme le FMI, qui ont fait briller des mille fois la crédibilité du Cameroun. La diaspora a un apport que je ne vais plus dans un apport économique important. Par exemple, dans la création des entreprises, la diaspora joue un rôle important. Au-delà même du transfert des fonds, la diaspora joue un rôle de pont entre les entreprises exogènes des pays d'accueil et celles qui sont ici. Elles jouent un lien important. Sauf que dans l'évolution sociale et politique, le problème commence à naître. Parce qu'au niveau de l'évolution sociale et politique, la diaspora peut influencer les décisions politiques dans son pays, envers son pays d'origine. Pour une simple raison que quand on s'installe dans un pays étranger, on crée des réseaux d'influence par sa position. Moi, je me souviens une fois, on avait un compatriote qui était au FMI, qui s'appelait Nyamba Eugène, qui nous disait que chaque fois que le Cameroun venait au FMI défendre certaines positions, lui étant là, il permettait souvent à ses collègues des autres pays, parce que quand on traite de votre pays, vous n'êtes pas président, vous êtes obligé de ne pas être là, il permettrait aux collègues des autres pays de faciliter la réception du Cameroun. Donc, tout ça, on joue un rôle important. Et il y a aussi un rôle de pression pour les changements. Parce que quand la diaspora s'installe et qu'elle commence à grandir, parce que la diaspora camerounaise a une particularité importante, c'est que c'est une diaspora qui est attaquante, c'est une diaspora qui est assise. Parce que la diaspora camerounaise dans les pays comme les États-Unis est très sérieuse, elle est puissante. Donc elle peut avoir un rôle de pression auprès des régents du Cameroun à l'extérieur. Et dès lors que vous affichez ce rôle de pression, vous avez le problème avec le pouvoir politique en place. Et c'est la raison pour laquelle, si je puis me permettre, les écueils que le professeur a énoncés et que vous avez si bien étayés ne peuvent que venir de cela. Dans ce sens que le pouvoir en place, qui sert que fondamentalement, parce qu'en fait, le regard que le pouvoir a envers la diaspora est un regard de challenger. Parce que le pouvoir sait qu'il a fondamentalement raté dans beaucoup de ses missions. Beaucoup de ses missions, surtout sur le plan économique. Il estime que si la diaspora camerounaise n'est pas, je veux dire, elle n'est pas limitée, on ne limite pas son accès au pouvoir politique, à la pression, elle peut faire basculer les choses, parce que la diaspora a une influence énorme au Cameroun. Si je peux me permettre juste une minute. La diaspora, pour le simple fait que les 6 millions de Camerounais qui sont à l'extérieur font vivre beaucoup de Camerounais ici. Beaucoup de familles ici. Cet impact-là a forcément une influence sur le politique. Parce que vous n'imaginez pas qu'un homme va venir faire un forage dans un village qui n'a pas vu l'eau potable depuis 43 ans. Et que ce monsieur sera moins audible face à cette population que celui qui viendra avec une veste et cravate et un 4x4
l'argent du contribuable dire que je suis l'élite. Ça ne marchera pas comme ça. Donc, comme ils le savent, et ils savent que cette diaspora est une diaspora, la diaspora camerounaise, elle est crédible, elle est forte, elle est puissante, elle a le droit de jouer un rôle important et elle a une pression qu'elle fait au niveau du pouvoir au Cameroun. C'est la raison pour laquelle on met des anicloches pour que la diaspora n'atteigne pas ces objectifs. Mais nous, ce que nous disons, c'est que nous sommes tous des Camerounais. Nous voulons que la diaspora soit inclusive, totalement inclusive dans le développement de ce pays et lui permettre de participer aux actions politiques de notre pays. Voilà, Maître Lodjo, d'abord, la diaspora a un problème avec le pouvoir en place. Comment comprendre qu'on accepte sur d'autres plans, on a parlé volet économique, on peut faire ce qu'on veut, mais lorsqu'on commence à parler politique, ça devient très très compliqué pour la diaspora. La preuve, ces conditions-là pour être inscrit sur les listes électorales au niveau de la diaspora. Et même l'ouverture, parce qu'on a fait plein d'émissions ici, c'est au mois de mai, alors que la révision commence le 2 janvier. C'est des choses qui sont comme ça voulues, c'est un frein. Je voudrais très y répondre par l'affirmative, Serge Alain. Ce sont des choses qui sont voulues, pensées par le régime en place. Serge Alain, je ne voudrais pas rentrer dans ce que les autres deux orateurs ont déjà dit. Je voudrais quand même interpeller le compagnon de rester, qu'on reste dans ce que nous, c'est-à-dire le poids ou alors l'impact de la diaspora quand on parle des élections. Donc, économique, social, autre, là, ce n'est pas pour moi. Je dis que restons dans le cadre de ce qui nous amène ici. On peut bien épiloguer sur l'importance de la diaspora en général, qu'on dormira ici. Mais quand on parle d'élections, quel est le poids de la diaspora camerounaise? Vous avez si bien dit, si bien fait de relever le chiffre, moins de 30 000 inscrits. Alors, c'est quoi le problème? Et on dit même que ce n'est pas encore toiletté. Hein. C'est quoi le problème, Serge Alain? Déjà, il faut comprendre que la diaspora camerounaise est une diaspora... Il faut déjà comprendre que ce n'est pas ouvert tous les jours. Hein. Il y a, je crois, mardi et... Je vais deux poids, deux mesures. Nous allons épiloguer sur tout ça, Serge Alain. C'est ça qui fait ma présence personnellement ici. Ah bon? Oui, vous avez... Vous êtes de la diaspora? Vous avez... Non, la diaspora camerounaise est plus... je veux dire, est plus réceptive au discours de l'opposition. Justement. Et c'est ça qui dérange le pouvoir. Et c'est ça qui dérange le pouvoir. Il faut mettre les conditions qui écartent le bon nombre. Vous avez donné lecture du 272. Oui. Et lorsqu'on parle des élections, ou alors du droit de la diaspora par rapport aux élections au Cameroun, il faut parcourir le Code général des collectivités, non, le Code électoral, jusqu'à son article 272 pour voir les dispositions spécifiques liées aux droits des Camerounais établis à l'étranger. L'article 272, alinéa 1er, qui, ma façon de l'analyser, pose l'assiette du droit d'élection de la diaspora. C'est-à-dire, votre droit de vote se limite à l'élection présidentielle et au référendum. C'est fini. Maintenant, le suivant, je crois, c'est l'alinéa 3 qui dit ce droit s'exerce dans les conditions fixées par la loi. Oui. La troisième conditionnalité que vous avez donnée tout à l'heure lorsque vous nous rafraîchissez la mémoire, la carte de séjour, ce n'est pas légal. Ça, c'est une conditionnalité qui a été posée par les autorités, les responsables de l'ECAM. Et nous avons fait des débats ici, nous avons démontré en quoi ce n'était pas légal. Et c'est un document phare pour vous écarter. Pour ce qui est de la carte consulaire, tout le monde peut la voir, ces gens-là. Une fois que vous êtes... Maître Lodjo, oui? Je veux qu'on se comprenne. Article 272. La loi dit, alinéa 2, ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques et remplir toutes les conditions légales requises pour être électeur. Qu'est-ce qu'on met dans les conditions légales requises? Les conditions légales requises, c'est les mêmes que moi, le national, tu peux avoir. Je dois remplir. Je dois remplir. C'est quoi? Je dois avoir 20 ans révolus. Je dois avoir une carte nationale d'identité en cours de validité ou un passeport en cours de validité. Je dois avoir une carte d'électeur. Je dois être inscrit sur une liste électorale. L'autre condition... Non, ça c'est les conditions pour
pour s'inscrire, pour que vous soyez enrôlé. C'est ce que au Cameroun, lorsque vous pointez à l'ECAM, qu'est-ce qu'on vous demande? Serge Alain, lorsque vous pointez à l'ECAM, on vous demande votre pièce d'identité. Voilà. Et l'équivalent, Lorsque vous êtes pour à les l'étranger, compatriotes établis à l'étranger, c'est leur carte consulaire, ou alors, je vais dire doubler à ça, leur passeport. Oui. La carte de résident est un document très compliqué à avoir. Ils savent que si vous pouvez réunir 200 000 personnes à une réunion sans en avoir 1000 qui possèdent une carte de résidence. C'est ça le problème. C'est ça, voilà ça qui a éliminé beaucoup. C'est l'une des raisons. Oui. Qui explique le C'est l'une des raisons qui explique le faible taux d'enrôlement d'inscription de nos compatriotes établis à l'étranger. Oui. L'autre, c'est que pour ce qui est de cette année 2024, ici au Cameroun, ça a commencé, je crois que c'était le 3 janvier, c'était pas le 2. Et en Outre-mer, la diaspora, c'est jusqu'au mois de mai. Et ceci avec la forte pression des hommes politiques que nous sommes à travers vos plateaux comme les plateaux comme l'Église également, nous et les artistes. Les artistes, justement, j'ai commencé par les hommes politiques. Vous nous offrez la parole de pouvoir l'occasion de pouvoir parler. Les hommes d'église sont sortis, les artistes, les musiciens et tout le reste, ils sont sortis. Ça a mis la pression sur les cas et ils ont lancé au mois de mai, n'est-ce pas, l'ouverture des inscriptions. Et quand vous lisez toujours la suite du 272, il est dit que il y a 3 commissions, commission d'établissement de révision d'établissement des listes, qui en réalité doivent être constitués le jour de l'ouverture des inscriptions. Mais en France, particulièrement, c'est s'ouvre 2 jours. Lorsque cette commission même a été mise sur pied, au mois de mai, 2 jours de la semaine. Et lorsqu'il faut se rendre compte que quelqu'un qui est peut-être à Saint-Denis, qui doit quitter Saint-Denis pour aller à la représentation diplomatique de la France, je vais dire du Cameroun en France. Je crois que ça doit être établi à, si je ne me trompe pas, à Marseille. Il y a un point d'enrôlement à Marseille. C'est jamais. Vous savez combien d'heures il faut mettre? Lorsque vous savez que beaucoup d'autres Camerounais, comment ils sont quittés ici? Ils sont quittés sous le motif de la demande d'exil. Ça veut dire tout simplement, Serge Alain, que pour eux, tout le rêve, c'est de faire partie de ce régime. D'où l'importance d'aller s'inscrire et voter contre le régime qui les a fait partie. Et avec ces conditions, c'est compliqué. C'est compliqué, Serge Alain, c'est très compliqué. Nous disons que c'est une fraude, c'est une tricherie de la part du régime qui connaît effectivement que la diaspora camerounaise est réfractaire à un nouveau mandat, à un nouveau septennat. Par conséquent, veut tout faire, parlant de ce régime, peut tout faire pour écarter ce qui est nuisant. Ce n'est pas que la diaspora. Regardez ce qui se passe ici pour nous-mêmes, Serge Alain. Lorsque nous avons tambouriné, nous descendons dans les quartiers avec Elekam. On va rester dans le sujet. On parle de la diaspora ce soir. Non, je vais faire le parallèle. Je vais faire le parallèle de que les conditions qui sont mises sur pied, qui sont mises sur pied pour barrer la diaspora, c'est également les mêmes stratagèmes que le régime met sur pied pour limiter les inscriptions, l'engouement sur les inscriptions. Avant, on inscrivait même le dimanche. Moi, je descendais à Elekam, dans Newton Aéroport, partout là-bas, avec Elekam, le samedi et dimanche. Mais vous ne pouvez plus maintenant. Ils ont besoin du repos aussi. Hein, non, c'est Alain. Au contraire, quand vous venez vers eux, c'est plus important. Mais quand vous leur demandez de laisser leurs occupations et d'aller aux antennes régionales de l'Ekam, c'est plus, je veux dire communales de l'Ekam, c'est plus compliqué. Or, quand vous partez vers la population, le samedi, qu'est-ce qu'il a à faire? Bon, disons qu'au Cameroun, on se bat, on se plie à 4 pour manger. Donc, le samedi est un jour ouvrable, on travaille. Le dimanche, après l'église, qu'est-ce qu'on fait? Ils doivent travailler? Quoi, le dimanche, c'est un jour de Dieu, pour beaucoup. C'est un jour de repos. Voilà. Je prends 5 minutes. Vous voulez donc qu'ils travaillent? Non, pour s'inscrire, je prends 5 minutes, je m'en vais m'inscrire, et puis je retourne. Non, il y a quelqu'un derrière la machine, quand même.
Non, c'est Alain, ce sont on s'inscrit tout ça. Celui qui est derrière la machine, voilà, il n'a pas besoin de repos. Si, il a besoin de repos, c'est Alain. De lundi, je prends l'antenne communale, le doigt la deuxième. De lundi à vendredi, qu'est-ce qu'ils font? Ils écaillent, ils décortiquent le pistache au bureau. Ils font rien. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Si! Est-ce que vous êtes là? Vous n'êtes pas à votre cabinet? C'est mon bastion électoral. Je suis un homme. Mais vous n'êtes pas dans votre cabinet? Mais quand il arrive que je descends sur le terrain, par exemple, qui a déposé la correspondance du SDF droit deuxième? C'est peut-être ce jour-là. Je veux dire, annonçant le représentant du SDF dans la commission locale des SDF. Vous avez peut-être... C'est moi qui descends. Oui, vous êtes tombé ce jour-là, ils étaient en train de décortiquer. Ça n'avait pas dit qu'elles le font tous les jours. Ils font rien, voilà, merci. Voilà, Basile Etoko, vous avez suivi, hein, il y a comme une volonté, selon ceux qui vont dévancer au niveau de la parole, il y a une volonté des pouvoirs publics de limiter les inscriptions pour les Camerounais de la diaspora. Aucunement. C'est ça? Aucunement. La diaspora apporte un élément majeur sur l'économie camerounaise, sur la culture camerounaise, sur le plan sportif. Et aujourd'hui, nous avons une diaspora qui s'affirme de plus en plus sur le plan politique. Sur le plan sportif, on ne va pas le dire, on ne va pas se le cacher. L'équipe nationale aujourd'hui est constituée à près de 70% des binationaux, qu'on a donné l'opportunité, n'est-ce pas, de fait qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'évoluer dans les équipes supérieures, dans les États où ils sont nés. La FIFA a revu les règles et on a accordé cette opportunité d'évoluer dans leur pays d'origine à leur demande. Et sur, n'est-ce pas, un certain nombre d'indicateurs administratifs de pays concernés. Sur le plan culturel, on ne va pas le dire. Aujourd'hui, la culture camerounaise est exportée au niveau de la diaspora grâce, n'est-ce pas, à certains noms bien connus. Mais les gens confondent une diaspora qui fait trop de bruit à une diaspora camerounaise qui est calme, réservée, qui a plutôt une vision, n'est-ce pas, d'apporter sa pierre à l'édifice sur le plan économique, culturel et sportif, et qui participe à son droit de vote. Donc il y a une confusion lorsque moi j'écoute les analyses des uns et des autres ici sur l'apport de cette diaspora-là qui est beaucoup très active sur les réseaux sociaux et qui donne l'impression que c'est toute la diaspora camerounaise qui est comme telle. Non, non. Les éléments que vous avez cités là tout à l'heure, le droit international oblige chaque État, n'est-ce pas, à chaque individu qui se trouve dans un autre État, dans un État étranger, à avoir des éléments nécessaires, tels que le titre de séjour. C'est une obligation. Si vous n'avez pas la nationalité, vous devez avoir le titre de séjour pour résider dans un État. Vous voulez que le Cameroun viole le droit international? Non. Le Cameroun est en train de suivre uniquement ce dont qui a été établi sur le plan international. Le titre de séjour est un élément essentiel. Quand quelqu'un, un étranger, vit dans un autre pays étranger, nous voyons ici la police de l'immigration venir arrêter souvent certains de nos frères africains sur le prisme de ceux qui n'ont pas la carte de résidence. Pourquoi vous voulez donc que ailleurs ça soit différent que l'on fait ici? Donc le titre de séjour est un élément essentiel pour pouvoir résider dans un État, notamment sur la carte consulaire. Mais la carte consulaire, c'est un acte qui te permet de bénéficier des services. C'est le Cameroun qui doit demander cette carte ou bien la France? Non, c'est la représentation camerounaise. C'est un acte qui te permet de bénéficier des services de l'ambassade. Puisque la plupart de ceux qui sont là-bas, qui n'ont pas... on demande déjà la CNI, on demande le passeport. Ça ne suffit pas. La CNI, ça ne prouve pas que vous êtes Camerounais. Si vous avez plus de 20 ans. Si vous avez le passeport, on établit le passeport grâce à quoi? Grâce à la CNI. C'est aussi simple que ça. Et lorsque vous avez ces éléments-là, il est souvent conseillé même d'aller se présenter à votre ambassade pour être répertorié parmi les Camerounais qui vivent à l'étranger. Non, ça c'est la carte consulaire. Je sais que c'est la carte consulaire. Oui. Pour pouvoir bénéficier des services de l'ambassade au cas où il y a un problème. Est-ce que vous comprenez le problème du titre de séjour? C'est là où tout se joue.
Le titre de séjour, vous On savez... exige ça pour non, vous savez... être inscrit sur une liste électorale au Cameroun. Vous savez, le comportement des Camerounais de l'étranger détermine le nombre de visas qu'on peut accorder aux citoyens qui sont encore au pays. Parce qu'il y a des citoyens, je ne veux pas faire la malbouche, vous en connaissez, qui sont là pour faire certains trafics et qui sont arrêtés et renvoyés dans un pays, au Cameroun. Et sur ce prisme-là, donc, il faut donc qu'on identifie tous ceux qui sont là-bas. Parce que c'est grâce à leur comportement, ou bien c'est par leur comportement, que l'État étranger peut diminuer ou bien augmenter le nombre de visas qui est accordé à certains qui veulent aller là-bas. Ce sont des éléments qui sont pris en compte par ces États-là. Moi, j'ai suivi l'ambassadeur de France au Cameroun qui parlait de ce sujet, sur le fait que le comportement... l'ambassadeur de France au Cameroun. Qui disait que le comportement, n'est-ce pas, des étrangers à l'étranger, des étrangers en France détermine, n'est-ce pas, le nombre de visas qu'on peut accorder. Parce qu'il faut dénombrer le nombre de personnes qui y sont. Ce sont des éléments qui sont essentiels. Sauf que face aux États économiquement forts, ils ne le font pas. Ce sont des États... Bon, je ne vais pas entrer dans cette logique. Oui, moi, je parle dans le cadre général. 2 millions de visas aux Chinois, bon, ils sont pas moins que les Camerounais qui y vont. Je parle dans le cadre général. Je parle dans le cadre général parce que même ici, au Cameroun, on demande ces pièces. Ces pièces sont exigées, notamment la carte de séjour. Donc, lorsque certains viennent dire que la carte de séjour est difficile à obtenir, non. C'est un élément essentiel pour pouvoir résider dans un État. Sinon, vous ne pouvez pas bénéficier de certains services. La représentation du Cameroun n'est pas le gardien de l'application des lois interne de ce pays-là. Pourquoi c'est le Cameroun qui exige ça? Les autorités... Ce sont des stratagèmes voulus et pensés. À la limite, le Cameroun demanderait la carte consulaire. Non, j'ai dit que Serge, à la limite, c'est la seule chose que si on voulait être... enregistré sur les... Correct. Quand vous avez un territoire, vous allez à votre ambassade, vous enregistrez. Avec la carte consulaire, l'ambassade du Cameroun à l'étranger permettrait aux Camerounais de s'enregistrer sur la liste électorale très très facilement. Bon, moi je veux donc... Non, je m'excuse. Non, il n'y a pas de souci, je vous le concède. Le fait est que il y a beaucoup de Camerounais qui sont entrés, notamment dans les pays européens, par des voies frauduleuses. Et on ne peut pas, l'État du Cameroun qui doit se plaindre à la place de l'État qui accueille. L'État du Cameroun ne peut pas favoriser ou bien encourager l'immigration clandestine. Vous connaissez combien de clandestins il y a au Cameroun? S'il vous plaît, je peux continuer. Vous connaissez combien de clandestins étrangers il y a au Cameroun? C'est vous qui jouez la police du plateau maintenant? Mais soyez quand même... c'est vous qui jouez la police du plateau? Quand vous descendez ici, Saint-Jalin, à Yassa, vous pouvez connaître que nos frontières sont poreuses. Elles sont poreuses. La représentation ou les représentants du Cameroun à l'étranger ne sont pas garants de l'application de la sécurité intérieure du pays d'accueil.